Merci de cette invitation. J'essaie toujours d'adapter ma présentation au public et je trouve que c'est important. Alors, ayant été dans une vie antérieure doc, je comprends tout à fait vos propos. Alors, la présentation est assez simple. J'avais mis enjeux et perspectives et vous ne verrez pas forcément tout de suite la problématique de santé, mais je donnerai des exemples pour illustrer et je laisserai la place à la discussion. Alors, je démarre par une définition tout à fait simple parce que j'ai essayé de réfléchir en disant mais comment définir la mutualisation. Alors, en prenant tout simplement le dictionnaire, la mutualisation n'existe pas dans le dictionnaire, ou alors on vous dit c'est le fait de mutualiser, et puis on recherche mutualiser, c'est faire passer un risque, une dépense à la charge d'une mutualité, d'une collectivité, donner à un organisme la forme d'une mutuelle, s'inspirer des principes de la mutualité. Donc, on voit qu'il y a également la question de référent de la mutualité qui est définie par le Larousse comme un système de solidarité entre les membres d'un groupe. Excusez-moi, c'est le micro. Voilà. Donc, d'un groupe à base d'entraide mutuelle. Alors, dans la doc, il y a un personnage qui a beaucoup réfléchi, sur les problématiques de gestion et de management de l'information, qui est Eric Sofer, qui a beaucoup aussi travailler dans le cadre de la normalisation de la gestion de la qualité et pour qui la mutualisation c'est un concept et une démarche. Alors on nous explique que c'est un concept parce que cela renvoie effectivement à ce que nous avons pu trouver dans le dictionnaire Larousse ou d'autres dictionnaires en ligne, peu importe, sur des économies, donc un partenariat, des économies d'échelle, une optimisation, un gain de temps, un projet coopératif, une valeur ajoutée. Donc quand on regarde ça, on voit beaucoup d'éléments positifs, et ma foi, c'est bien. Et puis, il n'y a pas que ces aspects, ces logiques économiques ou managériales ou technologiques, il y a quand même de l'humain derrière. Et l'humain a également sa place, et on le verra également dans cette présentation, la réflexion sur quelle est la relation, comment plutôt peut se positionner l'humain dans cet univers très technologique aujourd'hui. J'ai une démarche critique, mais c'est mon champ des sciences d'information et communication qui me guide là-dedans. De toute façon, quand on regarde ces différentes définitions, qu'elles soient réalisées, faites, réfléchies par des spécialistes de la documentation ou des terminologues qui travaillent beaucoup plus sur les concepts et les termes, ou la définition effectivement de ces concepts, il y a une approche prospective. La mutualisation, elle ne se décide pas comme ça. Elle se réfléchit. Et donc, il y a derrière, un peu en prémisse, la problématique de la stratégie. Une stratégie qui se met en œuvre, donc généralement, quand on se met ensemble, on se dit, on travaille ensemble sur un objet, sur une action, mais comment ? Et en fait, c'est la dimension d'opérationnalisation qui arrive au début. Or, peut-être que ce n'est peut-être pas par là qu'il faut démarrer. Alors, justement, les enjeux, c'est peut-être de voir le lien entre information et organisation et justement ces relations qu'il peut y avoir, ces mises en tension entre ces deux éléments. Si je prends l'information, elle est présente au quotidien pour nous tous. On a un usage à la fois personnel et professionnel. Quand on regarde le discours des organisations dans leur ensemble, ils vous parlent d'information comme un capital immatériel, un actif informationnel. Je reprends texto les termes. Mais ça pose de nombreuses questions, notamment sur la redéfinition de ces activités informationnelles, où est qu'on dit de moins en moins activités documentaires, sur la croyance aussi que les technologies d'information et de communication ont capacité à résoudre, je dis souvent par magie, les problèmes liés à la gestion de l'information. Alain Charles Martinet, qui est plutôt en sciences de gestion, mais qui s'intéresse aussi beaucoup justement à cette problématique, pour lui, il fait le lien entre le couple complexité-stratégie, parce qu'il y a l'action, et l'action est importante. Et il se dit, on ne peut pas envisager la stratégie s'il n'y a pas un processus, un fondement qui repose sur ce principe de complexité. Je reviens encore à Christiane Voland, et en fait, elle repositionne ce travail qu'elle a fait par rapport à ce qui a été proposé par Alain Charles Martinet, et voilà comment elle déploie pour
le secteur de l'information documentation, cette relation entre stratégie, complexité. Et elle dit en fait, il y a besoin d'une vision globale. Et la pensée complexe, qui est la plantation du territoire informationnel sur les relations que composent les objets présents dans ce territoire informationnel et sur la réception que l'on peut avoir, la compréhension que l'on peut avoir de ces ensembles, des relations entre ces objets. Alors, je reviendrai encore une fois là-dessus tout à l'heure. Donc ça veut dire que finalement, on va vers une approche qui est dynamique, qui est censée favoriser cette production et cette optimisation des connaissances produites ensemble. Brigitte Guyot a mis vraiment le doigt sur effectivement cette notion de complexité. Elle dit la chose suivante: tous ceux, que ce soit des spécialistes de l'information et des chercheurs, qui sont amenés à étudier la place et le rôle que joue l'information dans une structure, sont saisis par la complexité tant des situations que des méthodes d'appréhension possibles. Donc les objets qui sont susceptibles d'être observés sont effectivement assez proches, intéressantes. Pourquoi ? Simplement parce qu'il explique que l'approche systémique, effectivement, la relation entre les systèmes, mais il parle de tous les systèmes. Il ne parle pas que par beaucoup de systèmes informatiques, mais pas du tout. On peut parler des cellules, on peut parler des neurones. Donc tous ces éléments qui sont en relation et en interaction échangent et elles s'organisent et finalement elles ont toujours cet objectif commun. Et quand on regarde ces modèles et la manière dont ces relations s'engagent, il y a effectivement ces problématiques interactionnelles importantes et qu'il faut envisager justement d'avoir. Alors lui, il le présente à la fois comme un outil d'analyse et un outil de synthèse. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage parce qu'il est très éclairant sur un plan méthodologique et il est beaucoup dans les schémas et les modélisations et appliqué à vraiment des contextes assez divers. Et effectivement, ça aide à analyser des situations complexes. Ça aide aussi, quand on parle de situations complexes, vous l'aurez compris, on parlait du millefeuille tout à l'heure, c'est l'imbrication d'éléments où on a l'impression qu'elles font un tout, mais qu'elles n'ont aucun lien, ces éléments n'ont aucun lien entre eux, mais en fait, elles forment une unité, une entité. La question, c'est est-ce que ces unités, ces entités, une fois qu'elles sont ensemble, forment quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'elles ne sont simplement qu'une addition ? Comment va-t-on envisager ? Si c'est un simple millefeuille, on est bien clair que ce ne sont que des additions. Mais si on regarde et on exploite un petit peu avec son regard cette approche systémique et essaye de voir quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre ces éléments, il est bien entendu que ce n'est pas une addition, il y a une valeur ajoutée. Il y a une somme totale qui va au-delà de la production individuelle. De la notion de réseau. Alors, on parle de réseau et pas de pratique. On parle des réseaux documentaires aujourd'hui. Il y a indiscutablement une dimension collective dans tout travail en réseau. Il y a également, vous l'aurez compris par rapport à ce que j'ai présenté, cette démarche systémique qui est complexe. Je vous renvoie sur l'ouvrage de Loboter sur travailler en réseau efficacement réseau. Désolée pour l'inexactitude du titre, mais j'ai tellement de titres en tête en ce moment à cause d'un certain nombre d'activités. Voilà. Donc il précise, et là encore je trouve son ouvrage très didactique en fait, très vraiment pédagogique et tout à fait exploitable. Et exploitable dans la mesure où quand on le regarde, parce qu'on le lit toujours, et je parle toujours des grilles de lecture qu'on peut avoir, par sa propre grille personnelle, et on est parfois alerté sur certains éléments de cette lecture avec des éléments qui nous préoccupent inconsciemment. Et quand on lit Loboter, et je l'avais démarré cette lecture au moment où je réfléchissais sur cette notion de mutualisation, et ce que je voyais, je cherchais des modèles en fait. Et je me suis dit,
c'est pas forcément à la recherche de modèles. Les modèles se construisent, donc on ne peut pas rechercher des modèles à appliquer. Ce sont des éléments que l'on doit composer et qui doivent s'adapter dans les configurations que nous envisageons. Et on sait très bien que les configurations changent selon les conjonctures dans lesquelles on se trouve. Je parlerai de la loi hôpital, patient, santé, territoire. Je peux vous décliner les problématiques que ça posait pour toutes les structures et les unités, et pas uniquement pour eux, pour le patient lui-même. Aujourd'hui, on le met au centre de certaines problématiques et des organisations sanitaires et médico-sociales, sans qu'il y ait forcément de réflexion. Je parlerai notamment du champ du handicap, où c'est extrêmement problématique. Donc, travail en réseau, c'est pas forcément un signe de succès. C'est pas parce qu'on est ensemble qu'on a forcément. Le fait d'être ensemble n'amène pas forcément à la réussite ou la résolution de problèmes, sans parler de réussite. Être ensemble, c'est bien, mais encore faut-il savoir comment va-t-on continuer à être ensemble. Comment va-t-on articuler le travail de chacun d'entre nous pour envisager cette voie et essayer de trouver des solutions. Réseau documentaire, alors, c'est bien aussi, ça c'est mon côté enseignant sans doute, on va revenir sur les définitions. C'est l'ensemble des entités documentaires qui s'associent selon des critères variés pour collaborer à des objectifs communs, comme par exemple un catalogage collectif, une banque de données établie par plusieurs producteurs, un dispositif de prêt entre bibliothèques, un réseau de lecture publique, etc. Mais on voit bien que la définition qui en est donnée par la DBS est une définition, mais qu'elle a certainement besoin aussi d'évoluer aujourd'hui. Ça renvoie à des mutualisations qu'il y a pu y avoir par le passé, qui continuent d'y être aujourd'hui, mais quand on regarde, et je reviens encore à cet environnement qui change autour de nous, à cette perception, représentation et pratique de nos usagers qui changent et qui se modifient, il va falloir envisager, s'appuyer sur ça, parce que ça c'est la base, mais aller au-delà de ça, et la question c'est comment. Donc faire évoluer ces modalités avec l'évolution du numérique. Il y a eu, on voit aussi sur il y a eu un numéro spécial en 2013 sur les réseaux documentaires par la revue Documentalisation de l'information, et j'ai trouvé intéressant l'article de la HARI qui identifie finalement les différents types de réseaux, mais il dit bien, moi je réfléchis, j'essaye justement de réfléchir à ces modèles, je parlais de modèles tout à l'heure, mais alors il s'appuie sans s'appuyer sur les réseaux informatiques, et il dit en fait c'est pas ça, c'est pas du tout ce sur quoi on doit s'appuyer, parce que le réseau documentaire, le réseau professionnel, c'est un réseau d'acteurs d'abord. Et quand il a commencé à définir le réseau documentaire par une série d'actions: identifier, gérer, partager, négocier, servir, etc. Et il finit un petit peu son article, qui n'est pas très long, sur une ouverture qui est aussi une réflexion. Aujourd'hui, si on parle de réseau, est-ce qu'il y a des enchevêtrements de réseau? Jusqu'où va-t-on? Y a-t-il des limites? Et puis la question de la démultiplication, c'est niveaux différents, local, régional, national et international. Faut-il parler de fédération? Il existe des fédérations. Comment faire le lien entre le local et le global? Voilà. Et vous voyez, quand faire le lien entre le local et le global, je renvoie à la fameuse approche systémique et à cette notion de complexité. La taille du réseau, évidemment, est un critère déterminant. Les actions, les interactions sont forcément différentes, les flux d'informations de communication aussi. Je parlais aussi tout à l'heure de dynamique, elle est extrêmement importante, cette dynamique, mais c'est une dynamique qui doit être partagée. Et justement, partagée comment? Quand je vous disais tout à l'heure, il ne suffisait pas d'être ensemble pour dire nous sommes ensemble, donc nous sommes un réseau. Quand on dit ça, on ne s'appuie pas sur les compétences, sur les forces
parce qu'il y a des forces qui sont réunies et qu'il faut bien évidemment détecter. Il n'y a pas besoin, puisque nous sommes ensemble, enfin je parle beaucoup d'implicite et j'essaie d'expliciter l'implicite des relations professionnelles parce qu'elles me semblent primordiales. Et il y a des tâches aussi à faire. Et je pense qu'il y a les problématiques de reconnaissance professionnelle, rien qu'à l'intérieur d'une seule profession. Je ne cherche même pas sur l'institution qui reconnaît ou pas, etc. Il y a tout un champ là-dedans. Mais la question, c'est justement le frein que mettent certains à adhérer à des réseaux. C'est justement dans leur perception des choses. Si je suis dans ce réseau, je ne suis pas visible en tant que quantité comme je pouvais l'être auparavant. Je ne suis pas dans cet espace visible. Donc comment continuer à être visible, à rendre cette structure visible, à garder ses spécificités tout en partageant avec d'autres qui sont sur un territoire ou un périmètre similaire et finalement re-questionner justement sur cette fameuse question de l'ouverture, de la piste du territoire aussi, jusqu'où le périmètre et comment articuler la position de sa structure et des offres que l'on propose à d'autres. Alors, la personne qui a travaillé sur les communautés de pratique, c'est VNG, justement, qui parle, et je trouve très intéressante. C'est un lieu de capitalisation des expériences, grâce à une démarche ouverte à l'apprentissage dans une dimension collective. On parle d'ouverture. Et effectivement, quand je parle encore de cette mise en réseau, de ce partage, et il est bien évident que échanger sur ces pratiques, c'est aussi apprendre des autres, parce qu'ils vous écoutent et ils vous renvoient leur expérience. Quand vous partagez, vous donnez, vous recevez. Et en recevant, on analyse collectivement, par interaction, des situations et on peut trouver des solutions qui n'auraient jamais pu être envisagées auparavant, simplement parce qu'elles auraient été réfléchies dans un cadre restreint, sans ouverture, et quand bien même on peut lire sur de nombreuses lectures, des ouvrages, etc., on est en interaction avec des connaissances, mais quand on est dans un cadre de réseau professionnel et d'acteurs, il faut voir les acteurs. Il faut, comme vous le faites aujourd'hui d'ailleurs, se voir, se rencontrer, ça permet aussi de faire passer des informations, de mieux comprendre, de mieux les saisir, mais surtout d'avoir un temps dédié à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai luxe, quoi qu'on en dise, de pouvoir se dire, je prends le temps, mais ce luxe est un investissement qui aura un retour sur investissement considérable après. Et donc, dans ce temps, c'est le temps que je prends pour justement écouter, apprendre, réfléchir, échanger, me poser et me permettre de prendre de la distance par rapport à des contextes ou des situations et positionner une réponse à envisager pour ma direction ou mon institution, etc. Prével a également justement réfléchi sur cette considération de la communauté de pratique et de capitalisation. Je ne vais pas vous relire la citation que vous avez sous les yeux, mais il est bien clair qu'il y a également je parlais de stratégie tout à l'heure, et à travers les auteurs, il est très important justement de clarifier dans cette mise en commun, dans ce pot commun, la plus-value, de manière très claire pour la direction ou l'institution. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur... vous êtes ensemble, au-delà des échanges et des discussions, qu'est-ce que vous allez produire comme connaissances qui vont pouvoir être à la portée des agents ou des collaborateurs, etc., et qui va finalement, sur lesquels vont s'appuyer ces collaborateurs et faire avancer l'organisation tout entière. Donc vous voyez bien qu'il y a la question de cette production collective des connaissances et ce partage et repositionner l'infodoc comme vraiment le lieu, mais vous êtes des convaincus,
si vous avez besoin de vous convaincre là-dessus, comme un lieu de ressources très important. Je repasse parce que là je vais en reparler d'autres. Je vais directement sur cette problématique des mutations dans l'environnement. S'il y a bien une spécialité, un territoire qui a toujours fonctionné sur le modèle du réseau, du partage et de la coopération, c'est bien la documentation. On voit bien à travers encore cette citation de Cécile Gardiès qui a réfléchi justement sur la question de la complexité, sur le réseau, sur ce partage. Et elle dit, mais c'est quand même le cœur même de la fonction documentaire. S'être organisé collectivement, de mettre en place un travail de coopération, de partager, d'avoir une représentation partagée de l'activité. Ça a forcément également aussi un impact à la fois sur les modes de réception par rapport aux utilisateurs, aux usagers, mais aussi, et à mon avis beaucoup, parce que je discute aussi beaucoup avec les concepteurs des systèmes d'information, sur eux aussi leur manière d'envisager certains systèmes d'information, pas toutes. Certains ont une approche extrêmement ouverte, donc on peut tout à fait échanger avec eux sur cette question. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur la problématique de documentarisation, redocumentarisation. À la fin du 19e siècle, on avait également une documentarisation globale du monde qui avait été engagée. Pourquoi au 19e siècle ? C'est une période, effectivement, où l'industrie prospère, les innovations techniques, technologiques prospèrent, et où la production documentaire prospère également, et ça se développera avec le XXe siècle. Et cette production, finalement, met en marche déjà, met en marche un mouvement où la question du référencement, de la description documentaire va aller en s'amplifiant. Quand on regarde, pour rappel un historique très très rapide, les modèles socio-techniques de départ des années 50 à 80, on était vraiment sur des réponses techniques aux demandes. Production, alors il y a des bases de données, etc., dimension stratégique qui s'amorce à la fin des années 80-90 avec toutes ces questions de qualité, d'audit, de valeur et d'évaluation, beaucoup d'évaluation, notamment dans les années 90 et aux approches des années 2000. Ensuite, on a dans l'ère des réseaux, la décennie 90-2000, avec l'extension bien évidemment des pratiques informationnelles qui est très importante. Et là, on voit bien également qu'on s'interroge sur la viabilité du modèle initial, légitimité, utilité, voire identité pour l'organisation de la place de la fonction documentaire. Je me rappelle toujours, et je trouve que c'était un article marquant dans la revue Archimag, cette comparaison entre un moteur de recherche et un documentaliste. Et c'est assez, ça prête à sourire, ce qu'on dit, mais on ne peut pas mettre en comparaison le cerveau humain et puis un algorithme qui traite des quantités d'informations. Ça voudrait dire qu'on est sur un même modèle de fonctionnement. En plus, j'ai un psychiatre à côté de moi. Donc ça pose question. Le rôle stratégique de l'information dans les organisations, il est très important, mais on voit bien également, ça, je reviens sur la question du capital immatériel et sur la notion de dématérialisation très importante aujourd'hui. Alors je pense que vous avez connaissance de toute cette réflexion qu'il y a aujourd'hui sur le document qui se dématérialise, qui devient invisible et qui aujourd'hui est une donnée. On n'arrive plus à savoir où sont les limites, quelles sont les unités documentaires porteuses de sens. La différence entre information et données et par moment est assez ambiguë, selon qu'on ait évidemment la spécialité typiquement algorithmique et informatique, ou bien effectivement plutôt SHS. Dominique Morel est en fait une enseignante-chercheuse canadienne qui réfléchit sur ces problématiques aussi, et j'ai trouvé également que cette démarche était intéressante parce qu'elle parle
ce que j'ai dit depuis le début, la question des interactions avec les acteurs. Et évidemment, on ne peut pas comprendre cette complexité sans tenir compte de cette interaction, à la fois des acteurs, des systèmes, des pratiques informationnelles, des facteurs cognitifs et affectifs, et contextuels, donc elle en cite quand même pas mal. Et on voit bien que tout ça est un tout, ça fait partie de la réalité de l'organisation, et de la réalité de la manière dont on peut appréhender l'information dans ce contexte organisationnel. Deux autres auteurs, après j'ai... Ça va ok, oui, je vais aller vite et puis je laisserai... donc, cette notion de... Je reviens sur les deux auteurs que j'ai cités, trois auteurs. Dominique Morel est effectivement un pied dans l'infodoc, beaucoup plus. Mais ce que je trouve intéressant chez nos collègues canadiens, c'est cette prise de hauteur et cette ouverture d'esprit qui intègrent aussi d'autres manières d'envisager les problèmes, sans aucun cloisonnement. Et c'est ça qu'il faut envisager. C'est-à-dire décloisonner un peu les choses, essayer aussi d'appréhender la question des usagers, de la recherche d'informations avec un autre prisme que notre prisme traditionnel, notamment en intégrant, parce que ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est vous n'êtes pas infodoc, vous êtes information, documentation et communication. Vous êtes dans le champ des sciences de l'information et de communication, mais là, vous voyez que je la mets à la fin parce qu'elle est importante et que c'est cette dimension communicationnelle qui semble manquer aujourd'hui, même s'il y a les réseaux sociaux, même s'il y a un certain nombre de choses. Donc, le sense making, en fait, c'est un concept qui a été mis en avant et qui vise en fait à essayer de comprendre quelle est la construction du sens que l'on peut avoir dans l'organisation de chaque activité. C'est-à-dire, ma fonction de documentaliste, quand j'utilise cette information que je la transmets, je participe à la construction d'un sens global de la structure. Le sens global, on peut l'appeler culture d'entreprise, on peut l'appeler objectif, on peut l'appeler comme on veut, mais ça a une signification bien précise. Et elle est construite par des individus qui sont dans des différentes situations, et quand on regarde, on a effectivement encore ces différentes strates qui sont entremêlées, mais qui reflètent bien cette vision complexe. Et elle l'associe un peu plus au modèle communicationnel de Beck, qui a beaucoup travaillé justement sur cette approche communicationnelle, et qui parle beaucoup de la communication entre les acteurs de l'organisation, qui est reflété par en fait ce fameux processus d'interaction entre eux et de signification partagée. Quand on échange sur un service, quand on échange sur la mise en place d'un nouveau service à proposer, on envisage également ensemble des significations particulières. Ce sont les valeurs que vous donnez. Ces significations, c'est ce que vous construisez et c'est le résultat final de toute cette réflexion collective, ces échanges qu'on a ensemble. Alors, j'ai essayé de schématiser la réflexion sur le processus de mutualisation avec au cœur du problème la mutualisation, différents volets. Alors ce schéma, je l'avais préconstruit déjà en 2012, je l'ai formalisé en 2014, il va être encore revu, tous les 2 ans je le change. Et on voit bien que le volet économique est important parce que c'est ce qui permet d'avoir toutes ces acquisitions techniques, logistiques, etc. Le volet stratégique pour le développement, la définition d'une politique commune, d'un choix. Et les volets ressources qui sont également caractérisés par la question des compétences partagées et des évolutions possibles en intégrant l'environnement. Discussion et perspective. Alors, je vais faire une synthèse. Je vais aller plutôt directement. Alors, oui, la diapo d'avant, en fait, j'avais réfléchi sur des temps d'évolution, les temps d'évolution du web avec effectivement l'arrivée d'Internet, l'arrivée de la technologie mobile,
Donc toutes les propositions effectivement qui s'offrent à nous avec les offres mobiles, notamment les smartphones et les tablettes, et puis toutes ces problématiques de données, avec envisager derrière les évolutions des interfaces des logiciels documentaires et des ressources documentaires. On parle beaucoup d'innovation, mais à voir sur quel plan ces innovations sont faites, pourquoi elles sont faites et qu'est-ce que ça suppose, cette adaptation, ce travail en flux à temps réel, enfin est-ce que c'est vraiment du temps réel d'ailleurs. Voilà. Et j'avais également, alors je suis également allée voir du côté de nos collègues belges, qui sont plus proches géographiquement que les Canadiens. J'ai trouvé intéressante leur réflexion parce que pourquoi j'ai trouvé intéressante, parce qu'elle faisait écho chez moi à une réflexion latente sur ce qu'on appelle l'écologie de l'information, qui avait été étudiée il y a plus d'une décennie, qui revient petit à petit aujourd'hui. Et l'écologie de l'information renvoie effectivement aux notions d'infobésité, d'infopollution. Quand on regarde, effectivement, on parle beaucoup d'immensité, enfin on essaye de les définir. Je vous renvoie vraiment vers un ouvrage qui a été édité qui est un rapport fait au Conseil de l'Europe en 1998 par Pierre Lévy, qui est, et voilà, j'ai le titre, c'est pas possible, sur la cyberculture. Je vous renverrai la bibliographie. Et qui expliquait en fait, qui est philosophe, hein, qui réfléchit beaucoup sur l'intelligence collective, il a énormément écrit là-dessus, réfléchi là-dessus. Et il explique justement ce chamboulement pour la société, ce renversement, et il explique également qu'on ne peut plus revenir en arrière aujourd'hui. Alors c'est pas défaitiste, ça veut simplement dire quelle posture on prend avec justement un environnement qui change, dont on n'a pas forcément l'emprise, et dont est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément l'emprise sur tout d'ailleurs. Ce qui est aujourd'hui, qui semble être une direction et une plus-value enrichissante, c'est l'agrégation. Alors, il y a la question de la curation, mais au-delà de la question de la curation, pour moi, c'est comment construire. Je parle encore de sens, c'est vraiment la construction d'une signification bien particulière, précise. Que faire avec ce matériau? Comment, justement, enrichir, donner de la valeur ajoutée et pas simplement compiler. Compiler ne sert à rien parce que nous ne comprenons pas ce que nous compilons. Il faut pouvoir essayer, encore une fois, d'avoir des grilles de lecture pour essayer de comprendre les informations qui nous arrivent. Et il y a toute cette problématique de filtres à construire, pas des filtres réducteurs, ce sont des filtres qui doivent nous permettre de construire du sens. La médiation, forcément, qui aussi devient de plus en plus importante, c'est un élément très important pour l'infodoc qui n'est absolument pas nouvelle dans le métier. Il joue bien le rôle de médiateur à tous les points de vue, documentaire, social ou numérique, et qu'il faut envisager bien évidemment de travailler dans une logique de projet, parce que les réseaux documentaires, c'est une logique de projet. Voilà. Et je terminerai sur justement cette question de sens. On parle beaucoup de transmédialité sociale pour capter l'attention qui est perdue. En fait, et je vous enverrai les références des documentalistes belges, notamment qui ont une réflexion là-dessus, entre agrégation de ressources, rajout de valeur ajoutée de ces ressources, il faut pouvoir scénariser toutes ces ressources. La scénarisation, la production de cette scénarisation passe par, en fait, on passe de la documentation à une gestion transmédiatique. Donc tous les médias ensemble, puisque quand on regarde bien ce qui nous est proposé sur le net et ce que nous proposons aujourd'hui, je dis toujours, alors c'est vrai que j'ai un parcours audiovisuel auparavant, mais pas que, je suis un peu portée par l'image, mais quand on est dans un monde d'image et d'écran, que fait l'information documentation dans sa globalité pour exploiter toutes ces ressources?